Bonsoir pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans ce Mediapart Live avec la traditionnelle séquence Retour sur enquête. Et il y a fort à faire ce soir, puisqu'on a appris hier soir qu'Alexandre Benalla avait été placé en détention, son collègue aussi Vincent Crase. On a pu consulter aujourd'hui le rapport de la commission d'enquête du Sénat qui a été rédigé après 7 mois de travail, presque 50 auditions. On va en parler et on va aussi répondre aux questions qu'on a reçues sur notre adresse livemediapart.fr, sur aussi les réseaux sociaux. On ne va pas pouvoir toutes les traiter. Je désamorce quelques attentes, mais en tout cas, on va traiter tous les thèmes qu'elles ont soulevés avec les 3 journalistes du pôle enquête qui travaillent d'arrache-pied sur l'affaire Benalla, Marine Turki, Fabrice Arfi et Antoine Rouget. Merci d'être là. Alors, on va commencer par cette mise en détention d'Alexandre Benalla et de son associé, ex-associé Vincent Crase. Première question très simple, pourquoi ils se retrouvent en détention aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il leur est formellement reproché? En fait, Alexandre Benalla et Vincent Crase, dans ce qu'on peut appeler la saison 1 de l'affaire Benalla, on va faire comme sur Netflix, la saison 1, ils sont mis en examen tous les deux pour notamment violence volontaire dans le volet 1er mai. Ouais. C'est-à-dire quand ils ont fait le coup de poing déguisé en policier contre des manifestants qui se trouvaient être des opposants à la politique de M. Macron, à la fois place de la Contrescarpe, mais aussi au Jardin des Plantes, puisqu'ils ont violenté des manifestants à plusieurs reprises ce jour-là. Et dans le cadre de leur mise en examen, il y a ce qu'on appelle en droit parfois un contrôle judiciaire, c'est-à-dire un certain nombre de règles qu'ils doivent observer pour ne pas aller en détention provisoire. Dans ce contrôle judiciaire, il y avait notamment l'interdiction que les deux intéressés se rencontrent. Et Mediapart a révélé à la fin du mois de janvier, le jeudi 31 janvier, des enregistrements qui font couler beaucoup d'encre, y compris judiciaire, depuis, dans lesquels on découvre que le 26 juillet, donc postérieurement à leur mise en examen, Benalla et Crase se sont rencontrés secrètement en début d'après-midi à Paris. Et non seulement ils se sont rencontrés secrètement, donc ils ont violé leur contrôle judiciaire, mais en plus c'est pour comploter contre les juges. Ils ne se sont pas rencontrés pour parler de leur famille ou des résultats du PSG. Ils se sont rencontrés pour parler de la destruction de preuves dans un certain nombre de dossiers, on y reviendra, et comment manipuler le cours de la justice. Ces enregistrements... Juste une petite parenthèse, parmi les questions qui peuvent remonter parfois, est-ce qu'il n'y a pas de doute possible sur le fait que ces enregistrements ils datent du 26 juillet quoi? Non, je pense qu'il est important de rappeler sur l'article du 31 janvier qui a été un petit peu le détonateur de la dernière phase qui a conduit au placement en détention d'Alexandre Benalla et Vincent Crase. C'est ça. Cet article il repose sur de nombreux documents, dont des enregistrements, des témoignages d'une dizaine de sources indépendantes, donc indépendantes les unes des autres, qui ne se connaissent pas. Et évidemment, nous, avant de rendre public tels enregistrements, on en mesure la portée. Et évidemment, on fait tout un travail d'authentification des sons, voir s'ils n'ont pas été trafiqués, voir ce qui recèle vraiment, et puis surtout de la date, parce qu'elle est fondamentale. Effectivement, s'ils s'étaient rencontrés avant leur mise en examen, ça aurait eu beaucoup moins de portée. Nous, on est absolument formel. Ils se sont rencontrés le 26 juillet à Paris, en début d'après-midi, secrètement. Ouais, Fabrice, je te laisse reprendre le fil de ce que Non, bien sûr. Non, mais ce qui est très important autour des enregistrements, puisqu'il y a certains qui essayent de créer des espèces de fictions, y compris juridiques, autour des enregistrements, il y a quelques règles de base qu'il faut qu'on rappelle. D'abord, Mediapart n'enregistre personne. Mediapart ne demande à personne d'enregistrer quiconque. C'est le premier point. Le deuxième point, on a entendu certains éditorialistes, des gens, vous savez, qui ont un avis sur tout, mais surtout un avis, dire ce matin que ces enregistrements étaient illégaux et qu'on a envoyé des gens en prison sur la foi d'enregistrements illégaux. Rien ne permet d'affirmer que ces enregistrements sont illégaux. Depuis plusieurs décennies maintenant, il y a une jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction française, qui disent que ce type de matériau peut être considéré comme une preuve judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a une administration de la preuve qui est totalement libre en France, y compris avec des enregistrements dits clandestins, à condition qu'ils ne soient pas fournis, et heureusement, par les pouvoirs enquêteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander une déloyauté de la preuve à la police, c'est normal. En revanche, pour nourrir une enquête, la justice peut se servir des enregistrements. C'est quelque chose qu'on à l'insu des personnes. Exactement, mais c'est quelque chose qu'on connaît très bien à Mediapart, puisque c'était l'origine même du volet, on va dire, politique de l'affaire Bettencourt. Et les enregistrements Bettencourt, qui ont beaucoup à voir avec les enregistrements Benalla,
ont été validées comme une preuve judiciaire par la Cour de cassation. D'ailleurs, ont été des preuves qui ont permis de condamner des gens, y compris à de la prison ferme, dans l'affaire Bettencourt. Et Mediapart et le journal Le Point, qui avait été poursuivis pour une soi-disant atteinte à l'intimité de la vie privée sur la foi de ces enregistrements, les deux journaux ont été relaxés en première instance et en appel. Donc quand vous entendez enregistrements illégaux, c'est faux. Quand vous entendez atteinte à la vie privée, c'est faux. Un petit complément sur les extraits sonores qu'on a diffusés le 31 janvier. Il faut le dire et le redire, même si on l'a écrit dans l'article et sous la boîte noire de l'article de 31 janvier, ces extraits sonores n'ont pas été montés au sein des phrases. C'est-à-dire que les phrases ne sont pas coupées. Oui, parce que quelqu'un a envoyé une question, un Jacques89 qui nous a écrit, il dit « L'avocat de Benalla indique que les écoutes sont tronquées, il y a des coupures dans les enregistrements ». Donc ça, non, on a expliqué les extraits, on n'a pas coupé les phrases au milieu pour faire dire des choses, on n'a pas modifié ces phrases, on a pris vraiment dans ces extraits, on n'a pas modifié ces extraits. C'est comme les enregistrements Bettencourt, on n'a pas diffusé 21 heures d'enregistrement. Bon, on a diffusé ce qui était d'intérêt public. Et ce qui était d'intérêt public, c'est tout le débat sur l'origine et le contenu. L'origine, c'est l'enregistrement clandestin, et le contenu, c'est ce que révèlent les enregistrements. Et ce que ça révèle, c'est la violation du contrôle judiciaire. Aujourd'hui, ils sont en prison. C'est bien la preuve, leur placement en détention provisoire, qui ne provoque, je peux parler au nom de mes confrères et consoeurs, aucune espèce de jubilation de notre part. On n'a aucune espèce de plaisir à savoir que notre article, puisque c'est la réalité, a pu être à l'origine du placement sous écrou de personnes. En revanche, on cherche la vérité, on publie des vérités de fait, et il y a des magistrats, le parquet de Paris, 3 juges d'instruction et le juge des libertés et de la détention, le JLD, qui ont estimé que ce matériau était un matériau suffisamment probant pour placer en détention provisoire Alexandre Benalla et Vincent Crase. Mais il n'y a pas que la violation du contrôle judiciaire dans ces enregistrements. Il y a les destructions de preuves et il y a ce qui, pour nous, est probablement le plus grave de l'affaire Benalla, c'est l'affaire des contrats russes. Alors, ça, on va en parler. Il y avait des questions sur cette détention qui demandaient quelles étaient la suite possible de la procédure. C'est-à-dire concrètement, là, on parle de détention, combien de temps ça peut durer et quels sont les scénarios ouverts? C'est-à-dire quand est-ce qu'il pourrait sortir, est-ce qu'il pourrait rester, quelles sont les possibilités? Là, clairement, les avocats d'Alexandre Benalla et Vincent Crase ont évidemment laissé entendre qu'ils allaient contester le placement en détention de leurs clients. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils alimentent une discussion juridique, des fois un peu contradictoire d'ailleurs sur l'origine des enregistrements. Est-ce que cette conversation a vraiment eu lieu? Est-ce que c'était modifié, etc. Donc voilà, nous on sort de ça. Tout est évidemment véritable, mais donc ils vont contester et ils ont évidemment parfaitement le droit de contester ce placement en détention. Il faut savoir que légalement, le maximum, c'est 4 mois. Ils peuvent rester placés en détention, donc Vincent Crase est à Bois d'Arcy et à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines, et Alexandre Benalla est à la prison de la Santé à Paris. Et donc ils peuvent rester sur un maximum de 4 mois, mais on imagine bien qu'ils vont activer toutes les possibilités de recours pour sortir avant. 4 mois, c'est pour la révocation du contrôle judiciaire. Ouais. C'est la durée maximum. D'accord. Alors j'ai une question qui va faire la liaison avec un autre aspect qu'on doit aborder, qui est l'actualité du jour. Quelqu'un demande, pose la question de la coïncidence du calendrier entre la mise en détention et la sortie du rapport du Sénat. Est-ce que les deux choses sont liées ou est-ce que ça n'a rien à voir? Il y a des procédures qui se chevauchent en fait depuis plusieurs mois, et d'ailleurs des fois les coïncidences de date souvent ont pu être interprétées comme ah tiens, il y a tel élément qui sort, etc. Il faut savoir qu'il y a tellement d'éléments dans le dossier Benalla en fait que ça devient quelque chose d'énorme. Par exemple aujourd'hui, il y a encore eu une annonce par le parquet de Paris d'une ouverture d'enquête supplémentaire sur la possible disparition de preuves par Alexandre Benalla et Vincent Crase, notamment la disparition du coffre-fort chez Alexandre Benalla, et ce qui est évoqué dans nos enregistrements, la suppression de messages ou de courriels permettant d'effacer des documents, notamment sur le volet du contrat russe. Donc, cette ouverture d'enquête, elle n'a strictement rien à voir, par exemple, avec la publication du rapport sénatorial ou même le placement en détention d'hier. C'est-à-dire qu'il y a tellement de procédures et finalement d'enquêtes parallèles qu'on pourrait, des fois on peut un petit peu mélanger tout ça. Il n'y a pas de base factuelle pour solliciter un lien objectif entre le placement en détention et le fait que le rapport sénatorial ait été rendu public. Voilà. Il y a des carambolages de calendrier, c'est comme ça. Alors, le contenu de ce rapport, on va en parler. On va regarder un petit extrait qu'on a préparé de la conférence de presse des sénateurs. On va entendre Jean-Pierre Sueur qui s'exprime devant les caméras. Dès lors
qu'il est apparu que M. Benalla était considéré comme disposant de protection d'une autorité, bien que cela ne fût aucunement formalisé. Dès lors que c'était perçu comme tel, tout s'est mis à dysfonctionner. Depuis l'Élysée jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police, au Quai d'Orsay et même dans les ambassades, où, sur la question des faux passeports qu'a évoqué le président, il y a eu des comportements étranges. Comme si, et peut-être même jusqu'à Matignon, voyez-vous, comme si un seul être, par son autorité supposée, faisait que tout se mettait à dysfonctionner par cercles successifs. Alors, c'est peut-être ça le plus déflagrateur dans ce fameux rapport, c'est la mise en cause des dysfonctionnements qui touchent tous ces cercles concentriques jusqu'à l'Élysée. Est-ce qu'on a déjà vu ça de la part d'une commission sénatoriale ? Non, c'est un rapport, on l'a écrit, qui est vraiment accablant, qui est vraiment explosif. Alors on sait que le Sénat a la réputation d'être une des deux chambres du Parlement qui est plus libre, moins alignée, plus indépendante. Et là, moins dépendante du président de la République. Mais là, ils l'ont montré clairement aujourd'hui avec ce rapport de 120 pages qui est vraiment accablant. On l'a écrit, c'est un événement politique. Et surtout, effectivement, c'est assez inédit. Et ça va pousser, à mon avis, l'Élysée à devoir se positionner sur un certain nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport ? Déjà, Philippe Bas, le président de la commission d'enquête du Sénat, a expliqué qu'il il ne s'agissait pas d'enquêter ou de faire un rapport sur les agissements d'Alexandre Benalla, mais bien sur les dysfonctionnements et les défaillances qu'il y a eu au sommet de l'État. Effectivement, il a préconisé aujourd'hui que le Sénat saisisse le procureur de la République sur justement un certain nombre d'éléments, à commencer par les parjures de Vincent Kras et Alexandre Benalla lors des commissions d'enquête de septembre et janvier, mais aussi un certain nombre de contradictions, de divergences et d'omissions de la part du premier cercle d'Emmanuel Macron, le directeur de cabinet Patrick Stroda, mais aussi le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, mais également le général Lavergne. Non, on s'est trompé, c'est le général Lionel Lavergne. Donc là, on a des trois personnages qui sont au cœur du dispositif de l'Élysée, qui sont dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, et dont aujourd'hui le rapport du Sénat montre bien qu'il y a un grand nombre de contradictions, mais aussi une volonté, disent les sénateurs, de ne pas transmettre toutes les informations. Les fonctions d'Alexandre Benalla n'ont pas été clairement données lors de ces auditions par les collaborateurs d'Emmanuel Macron. On a présenté comme quelqu'un d'assez secondaire dans la logistique, qui doit organiser les déplacements, le protocole, mais qui en aucun cas n'est dans la sécurité concrète et la protection du président de la République. On voit que c'est faux, mais aussi des contradictions et des mensonges d'Alexandre Benalla sur la demande de port d'armes. Et puis, évidemment, on va en reparler, des contrats russes et du rôle réel d'Alexandre Benalla. Oui, en fait, dans le rapport du Sénat, je crois qu'on peut dire qu'il y a trois points, trois lignes de force majeures. Un, Alexandre Benalla, contrairement au faribole entretenu par le sommet de l'État, était chargé au sein de l'Élysée de constituer une sorte de brigade du chef pour Emmanuel Macron sécuritaire. C'est-à-dire d'écarter le ministère de l'Intérieur de la sécurité du chef de l'État. Ça veut dire de la sécurité de la nation. On ne parle pas simplement d'un homme, là, on parle du pays. Et de constituer avec une sorte d'escouade de réservistes, un peu barbouze dans son entourage. Le terme est très inapproprié, ce n'est pas du tout une police parallèle, mais une espèce de privatisation, de disruption, comme on aime bien dire En Marche, sécuritaire au sein de l'Élysée. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le coup de poing du 1er mai est un bon exemple. Le deuxième point, c'est les passeports diplomatiques. Et ça ouvre la question de la diplomatie parallèle, potentielle, d'un homme qui, dans une espèce de déplacement france-africain, va rencontrer plusieurs chefs d'État avec des passeports diplomatiques dont il a l'usage alors qu'il n'a plus la fonction, avec des chefs d'État, c'est notamment le cas d'Idriss Déby au Tchad, qui pense parler à un représentant d'Emmanuel Macron quand il le rencontre, tout en faisant du business, des affaires avec des puissances étrangères. Et le troisième, c'est les contrats russes. Les contrats russes, c'est comment un homme qui est dépositaire par fonction d'informations confidentielles et de secrets de la République et du président de la République, Alexandre Benalla, qui est par ailleurs habilité au secret défense, fait des affaires pendant qu'il est à l'Élysée, avec Vincent Kras, qui est non seulement à l'Élysée et à la République En Marche, avec un oligarque proche de Poutine et soupçonné de liens mafieux. Ouais. Donc ces trois volets-là du Sénat
ne mettent pas en cause, en fait, Benalla. Bien sûr, ça met en cause Benalla. Mais Benalla ne peut pas être désincarcéré de la présidence de la République. Ça met en cause l'Élysée. Alors, j'allais poser la question plus loin peut-être. C'est l'Élysée mise en cause par l'entourage le plus proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas tout simplement Macron, sans le dire, qui est visé directement? Sa fameuse phrase qu'il vienne me chercher, bon, est-ce qu'on s'y approche pas Non, mais il est en filigrane sur tout le rapport, en fait. Donc, quand on lit le rapport, derrière, il y a une responsabilité, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est évident, et c'est depuis le début de l'affaire. Et comme tu l'as dit, lui-même s'est mis en première ligne, en fait. Lui-même, dans ce dossier, s'est mis en première ligne en disant, dès le début de l'affaire Benalla, effectivement, qu'ils viennent me chercher. S'il y a une affaire, enfin voilà, c'est moi, je suis le seul responsable, devant ses ministres et devant les parlementaires. Donc, à partir de là, il a donné le coup d'envoi lui-même de l'affaire Macron-Benalla, avant même qu'on devine ce qui allait se passer derrière. Et ce qui est assez effarant, quand même dans ce dossier, c'est la position de la présidence de la République, dirigée par Emmanuel Macron, jusqu'à aujourd'hui. En novembre, le président de la République va sur Europe 1 pour demander l'indulgence à l'égard de son collaborateur. En novembre, on n'est plus du tout dans le petit fait divers ou ce qu'on pourrait résumer comme un petit fait divers des violences du 1er mai, même si c'est grave. On est déjà dans quelque chose de beaucoup plus impressionnant où on se dit, nous dans nos recherches, etc., mais attention, mais c'est quoi ce collaborateur un peu bizarre? Et Emmanuel Macron, en novembre, il dit à Europe 1, je demande de l'indulgence pour mon collaborateur. Et on commence à faire des révélations sur le contrat russe. On connaît quand même la sensibilité d'Emmanuel Macron pour les soupçons d'ingérence russe en France. Il martèle ça depuis le début de sa campagne présidentielle. Pas un mot, rien. Pas un mot, pas un signal, rien. Pas une réaction de l'Élysée, pas une enquête interne, rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, le responsable et la personne qui est aujourd'hui comptable de tous les dysfonctionnements, en tout cas sur la partie Élysée, dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale, c'est Emmanuel Macron et personne d'autre. D'autant que les personnes qui sont aujourd'hui visées par les soupçons de mensonges par omission, de rétention d'informations, à savoir, comme l'a dit Marine, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, les deux, quand ils sont venus témoigner devant la commission du Sénat, ont dit « nous venons avec la permission de notre hiérarchie ». La hiérarchie de ces deux hommes, c'est pas compliqué, c'est Emmanuel Macron. Donc ils ne sont que la prolongation d'Emmanuel Macron. Ils sont Emmanuel Macron. Hein? Donc la question, c'est évidemment que quand les sénateurs mettent en cause l'Élysée, inévitablement, ils mettent en cause celui qui est garant de l'Élysée, c'est-à-dire le président de la République, évidemment. Même s'il est intouchable. C'est ce que j'allais dire, parce que pourquoi cette pudeur? Parce que la Constitution française fait que le président français est un président intouchable pénalement, et qu'on crée un certain nombre de fusibles dans les institutions françaises pour que justement pour le protéger. Mais comme le dit très justement Antione, il a fait lui-même sauter tous les fusibles quand il dit qu'ils viennent me chercher dans ce discours qui, je pense, restera le discours du 24 juillet à la Maison de l'Amérique latine. C'est quand même un discours où le chef de l'État, qui est quand même le premier magistrat de France, le garant des libertés constitutionnelles, n'a rien trouvé de mieux que de mettre en cause et le travail du Parlement, déjà à l'époque, et le travail de la justice, et le travail de la presse, en disant « nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». Il faut préciser que les collaborateurs de l'Élysée, le premier cercle d'Emmanuel Macron, est en ce moment en train de démissionner un par un depuis le mois de décembre. On a eu Sylvain Faure, directeur de communication, qui est parti, Ismaël Emelien, Alexis Kohler est donné partant également. Ce sont départ après départ des gens qui ont été au cœur justement du début du quinquennat, qui sont en train de partir de manière échelonnée. Il y a encore d'autres départs, et donc évidemment que tout ça est à mettre en relation avec l'affaire Benalla parallèlement. Qu'ils viennent me chercher, mais partez d'abord. C'est un peu ça quand même. Il y a l'accusation de parjure qui se trouve dans ce rapport des sénateurs, notamment à l'encontre de Benalla et Kras. On va prendre deux petits exemples pour illustrer tout cela. Le premier, donc, ce sont des propos de Vincent Kras qui répond à la commission sur le fait qu'il respecterait ce fameux contrôle judiciaire. On va le regarder tout de suite. Monsieur le Président Sueur. Monsieur Benalla nous a dit, enfin nous le savions, qu'après avoir quitté ses fonctions, il a été employé pendant 1 mois par une société. Il nous en a dit le nom, nous le connaissions déjà, mais nous n'avons pas pu savoir quel était l'objet de cette société. Et puis après, il nous a dit qu'il était employé autrement pour faire des activités et nous n'avons rien su. Est-ce que vous en savez quelque chose dans le fond?
Alors, ou est-ce que vous n'en savez rien? Si vous n'en savez rien, je n'ai plus de contact avec M. Benalla. Mon contrôle judiciaire m'interdit d'avoir aucun contact avec les protagonistes de l'affaire. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'apprends des choses sur lui en lisant la presse ou en regardant la télé. Bon, le lapsus, c'est génial. M'interdit d'avoir aucun contact. Oui, c'est ça. Non, ça l'interdit d'avoir tout contact. Tout contact, oui. C'est le contraire. Donc, ceux qui suivent depuis le début de l'émission et qui ont suivi un peu l'affaire, c'est évident que c'est faux, puisque c'est les fameux enregistrements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il le répète 3 fois, Vincent Kras, dans l'audition. À 3 reprises, il dit qu'il n'a plus de contact avec Alexandre Benalla, comme le veut son contrôle judiciaire. Et nous, évidemment, qu'est-ce qu'on révèle le 31 janvier avec ces extraits sonores, ces enregistrements? C'est qu'ils se sont vus précisément le 26 juillet, alors que déjà, ils n'avaient pas le droit de se voir. Donc, effectivement, il est un peu crispé là quand il le dit, mais il le dit quand même 3 fois. Ils ont maintenu tous les deux qu'ils n'avaient plus de contact, et on voit que c'est tout à fait faux, puisqu'ils se sont vus. Et encore une fois, ils ne se sont pas vus pour parler de leur famille, ils se sont vus pour parler du contrat russe et du transfert et la suite du contrat russe, et pour parler un petit peu justement de l'enquête qui les visait. Alors on va les entendre justement sur cette affaire du contrat russe et on va expliquer pourquoi à ce moment-là aussi ils mentent. Pouvez-vous nous dire sous serment qu'il n'est intervenu aucunement précédemment quant à la conclusion de marché sur des questions de sécurité privée que vous auriez assurées? Alors, M. Benalla n'est jamais intervenu dans les négociations autour de son contrat, dans la signature de ce contrat, dans l'application, enfin dans le réel de ce contrat. M. Benalla n'est pas dans les statuts de ma société. Étiez-vous informé de la collaboration de M. Kras avec M. Makhmoudov? Alors, je sais que M. Kras a eu des activités professionnelles, qu'il a créé une entreprise. J'étais au courant de ses affaires, oui. C'est un ami, je ne vais pas le cacher devant vous aujourd'hui. Tout ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais contribué à une quelconque négociation, conclusion, et que je n'ai jamais été intéressé au moindre contrat que M. Kras a pu passer avec qui que ce soit d'ailleurs, et encore moins cette personne. Bon, et là encore une fois, Marine... C'est intéressant parce que c'est faux de bout en bout. Chaque phrase est fausse. C'est-à-dire que Alexandre Benalla a bien négocié ce contrat, il a bien mis les protagonistes en relation, et nous, ensuite, on a révélé d'autres contrats, et on voit qu'il a même touché une partie des fonds, puisqu'il y a plusieurs contrats avec des oligarques russes pour un montant total de 2,2 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui demande à Vincent Kras de ne pas donner le contrat à la banque, la Société Générale, le contrat russe? C'est Alexandre Benalla, dans les enregistrements, on l'entend. Qui demande de ne pas de transférer le contrat sur une autre, de changer les statuts de Mars? C'est Alexandre Benalla dans les enregistrements. Qui demande enfin, finalement, de changer d'entreprise, parce que c'est plus discret, en fait, de passer par une autre entreprise que de changer les statuts de la société Mars? Eh bien, c'est encore Alexandre Benalla. Donc, on voit que c'est lui le point de départ, et c'est lui, d'ailleurs, qui a rencontré le représentant d'Iskander Mahmoudov en France, M. Egenauer. On l'a raconté ça, photo à l'appui, sur Mediapart. Donc, effectivement, ce sont des déclarations qui sont fausses de bout en bout. Je crois que ce qui est intéressant, juste pour remettre en contexte les déclarations devant le Sénat, parce que il y a effectivement un côté il y a un décalage énorme entre ce qu'on écrit et ce qu'on a révélé et les déclarations. Faut bien remettre dans le contexte que quand ils sont auditionnés devant le Sénat, nous on n'a pas encore le fin mot et on n'a pas encore publié le fin mot de cette histoire des contrats russes. Donc on n'a pas encore fait toute l'architecture du contrat russe. Et on commence à mettre des pièces sur le puzzle. Et notamment les sénateurs de la commission des lois et de la commission d'enquête se disent « mais c'est quoi ce contrat? On ne comprend rien ». Donc ils posent des questions très ouvertes, naïves, sur la base de nos publications, en disant « Monsieur Benalla, est-ce que vous étiez informé, etc. » Parce que quand même, vous étiez assez proche. Voilà. Donc oui, je suis informé, je n'ai jamais participé à ça. Ce qu'on sait maintenant et ce qu'on a écrit, c'est que les discussions ont commencé en mars 2018, quand tous les deux étaient à l'Élysée. Que M. Benalla a rencontré Jean-Louis Egenauer, le représentant d'Iskander Mahmoudov, et que des réunions pour la conception et la concrétisation de ce contrat se sont tenues en présence d'Alexandre Benalla, et certaines réunions se sont tenues avec Vincent Kras
au siège de La République En Marche. Donc effectivement, quand on sait tout ça et qu'on voit les déclarations devant le Sénat, c'est absolument... Et c'est Alexandre Benalla qui a constitué l'équipe, puisque le contrat, c'était un contrat de protection rapprochée pour l'oligarque, qui est un milliardaire russe qui doit l'essentiel de sa fortune au régime Poutine, dont il dit être lui-même un soldat. Donc, voilà. Par ailleurs, qui est, d'après plusieurs magistrats européens et un procureur tout particulièrement anticorruption à Madrid, lié par des flux financiers, notamment de blanchiment, au pire groupe criminel de Moscou. C'est Alexandre Benalla qui est au cœur de bout en bout du contrat. Et l'enjeu des enregistrements qu'on révèle du 26 juillet, c'est qu'en fait, à la faveur, ou devrais-je plutôt dire à la défaveur de l'enquête policière sur les violences du 1er mai, donc qui a priori n'ont rien à voir avec le contrat russe, les hommes se rencontrent secrètement, Benalla et Kras, parce qu'ils sont paniqués à l'idée que la police, dans le cadre d'une perquisition, d'une audition, découvre le contrat russe. Et Alexandre Benalla, il est l'architecte de la dissimulation du contrat russe, dont il ne faut pas parler, dont il ne faut rien découvrir. C'est bien qu'il y a quelque chose à cacher. Alors... Et je vais même plus loin, il a demandé à plusieurs reprises au responsable d'une des sociétés contractantes du contrat, qui s'appelle la société Velours, qui est une société de sécurité pour laquelle M. Benalla avait d'ailleurs travaillé en 2014 et 2015. Il lui avait demandé au patron de cette société, qui est un ancien policier de l'anti-gang, de surtout cacher la présence d'Alexandre Benalla dans toutes les négociations. Et on va retrouver, une fois son départ à l'Élysée, un Alexandre Benalla qui va toucher de l'argent par la société qui va récupérer le premier contrat russe, celui de M. Makhmoudov, puis toucher beaucoup d'argent au Maroc sur le deuxième contrat russe qui va être signé en décembre avec un autre oligarque qui s'appelle Farkhad Akhmedov, qui est aussi un homme proche de M. Poutine et qui était dans la Poutine list du Trésor public américain et qui, lui, avait fait fortune notamment dans le gaz. Donc, Alexandre Benalla, quoi qu'il en dise, est lié de près et de loin, de bout en bout, notamment quand il était à l'Élysée, au contrat russe dont nous parlons. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, du coup, parce que donc là, on passe dans la partie de l'émission où je relaye davantage les interpellations ou les questions qu'on a reçues des lecteurs. Justement, pourquoi c'est si important ce contrat russe? Pourquoi c'est là-dessus d'ailleurs que l'essentiel de vos efforts, auquel l'essentiel de vos efforts sont consacrés? Qu'est-ce qui fait? Certains posent la question, système part, ils disent qui a-t-il vraiment dans ces contrats? À quoi servent-ils? En quoi la présidence est-elle impliquée après tout là-dedans? Est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui fait des affaires? Peut-être qu'il bosse à l'Élysée, mais bon, il fait des affaires, quoi. Ce contrat, on l'a expliqué, ce contrat avec Iskander Marmoudov, il prévoit la protection de la famille d'Iskander Marmoudov en France, à Monaco, et les propriétés de M. Marmoudov en France. Mais le problème qu'on met nous en évidence, c'est que quand il est négocié, quand il est signé, Alexandre Benalla est encore en poste à l'Élysée. Donc on a donc un conseiller de l'Élysée, un collaborateur de l'Élysée, qui négocie avec un milliardaire sulfureux, comme Fabrice vient de le rappeler, un contrat important, d'un montant extrêmement important, et le profil de cet oligarque, il faut s'y arrêter 5 minutes. Effectivement, il est soupçonné, comme l'a dit Fabrice, de lien avec un groupe mafieux extrêmement dangereux par plusieurs magistrats européens. Effectivement, il est proche de Poutine, et il faut s'arrêter là aussi là-dessus. Il se définit lui-même comme un soldat de Poutine. Avec son associé Andrei Bokharev, ils sont surnommés les rois des commandes publiques en Russie, donc ils sont extrêmement proches de l'État, puisque ça a été leur accès pour faire un certain nombre d'affaires. D'ailleurs, le montant, il est énorme, c'est 1,7 milliard d'euros en 2015 de commandes publiques de ce tandem. Ce tandem rencontre Vladimir Poutine régulièrement, par l'entremise de l'alter ego de Marmoudov, qui s'appelle Andrei Bokharev. Donc, ils sont au plus proche de l'État russe. Et dans ce même temps, ils font affaire avec un collaborateur à l'Élysée, Alexandre Benalla. Alexandre Benalla est habilité secret défense. Il est dans les secrets de la présidence et, on le voit aujourd'hui dans ce rapport des sénateurs, il est au plus près de la sécurité de la présidence de la République. Donc ça pose évidemment des questions évidentes de risque d'ingérence. Et là, on n'est pas dans un délire complotiste, on pose cette question parce qu'elle est déjà là. C'est plus qu'un conflit d'intérêts, c'est potentiellement une mise en danger de la sécurité du chef d'État. La formule des sénateurs, elle parle toute seule. Elle dit c'est une mise en danger de la sécurité présidentielle et des intérêts de la nation. Ouais. Voilà. Et c'est ce que disent mot pour mot les sénateurs. Mise en danger de la sécurité présidentielle et des intérêts de la nation. C'est pas nous qui disons ça, c'est la commission d'enquête du Sénat. Donc on est évidemment au cœur d'une affaire de potentielle compromission de mise en danger très grave, d'autant que tu posais la question en relayant les lecteurs en disant bon, après tout, il fait des affaires pendant qu'il est à l'Élysée. Mais il n'a pas le droit de faire des affaires pendant qu'il est à l'Élysée.
Il ne peut pas. Son contrat lui proscrit ça. Il y a des règles pour les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ne peuvent pas mélanger. Et on est très au-delà, comme le dit Marine, du conflit d'intérêts. Par ailleurs, il y a un autre problème qui se pose, c'est que le parquet national financier de Paris a ouvert une enquête pour corruption sur le contrat russe. C'est-à-dire qu'au-delà des risques de compromission, de mise en danger des intérêts de la nation, comme disent les sénateurs, il y a est-ce que les flux financiers considérables, la marge que se fait Vincent Kras sur la première mouture du contrat Marmoudov, derrière lequel apparaît l'ombre fuyante en permanence d'Alexandre Benalla, la marge est de 40%. 40%, ça relève de... Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça cache? Donc ce que se demandent les magistrats, c'est est-ce que derrière le contrat russe, il n'y avait pas des faveurs par la fonction qu'occupait Alexandre Benalla et son réseau élyséen au profit de l'oligarque. Et ce contrat n'était pas destiné à être évidemment connu, puisque d'ailleurs Alexandre Benalla n'a pas saisi la commission de déontologie pour dire voilà ce que je fais à ma sortie d'Élysée, voilà les missions que je déclare. Alors pardon, mais du coup la question hallucinante qui vient à l'esprit, c'est il me semble quand même qu'on a des services secrets dans ce pays qui vérifient quand même des états de service des gens qui travaillent auprès du président de la République. C'est quand même ça le. Oui, mais... c'est la question, c'est l'une des questions dans ce dossier, juste pour appuyer sur les soupçons de corruption derrière tout ça. Moi, il y a une question, on se la pose évidemment régulièrement depuis quelques semaines, on n'a pas encore la réponse et on travaille dessus, c'est en se plaçant du côté russe. Iskandar Marmoudov, il a une famille à Monaco, il a une résidence en Sologne, dont la sécurité était déjà assurée par une société. Voilà. Qui travaillait très bien. Qui travaillait très bien. Il décide de changer. Pourquoi pas? Pourquoi il va solliciter le patron de la sécurité du parti présidentiel, LREM, donc Vincent Kras, et l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, pour un contrat de sécurité de sa famille à Monaco? Pourquoi ne passe-t-il pas directement par une société de sécurité? Velours, par exemple, la société de sécurité qui a mis en œuvre le marché, qui a travaillé, nous on les a eus, etc. Ils disent, finalement, on nous propose un contrat, on le met en œuvre, on travaille, on fait la sécurité. En plus, c'était pour des bambins de 7 ans, voilà. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'étage supérieur. Et nous, quand on pose la question, mais pourquoi Iskandar Marmoudov, proche de Poutine, fonce sur Benalla et ne prend pas une des centaines de sociétés compétentes sur le marché? Et fonce sur une société Mars qui n'a même pas l'agrément pour faire cette protection de sécurité, qui est obligée de passer par un sous-traitant, puisque Mars n'avait pas l'agrément du CNAPS. Donc il choisit une société qui n'a pas d'expérience en la matière encore. Et société Mars, de mini-précision, société Mars qui s'appelle Mars, c'est la société de Vincent Kras, parce que Jupiter, surnom de Macron. Et deuxième point de précision, on peut prendre la question à l'envers. S'il n'y avait pas eu la révélation par le journal Le Monde des violences du 1er mai, qui a eu comme conséquence le licenciement d'Alexandre Benalla au mois de juillet, nous aurions aujourd'hui un homme au plus près du réacteur nucléaire de la présidence de la République qui serait sous dépendance d'oligarques proches d'une puissance étrangère, et non des moindres, celle de Vladimir Poutine. C'est cela la réalité des faits. Et c'est cela que l'Élysée est incapable, alors qu'elle est, à juste titre, inquiète des ingérences russes dans notre pays, est incapable de fournir le moindre début de commentaire. Juste pour revenir sur la question des services de renseignement, je pense que ça va être... aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, quand même, c'est effectivement, comme le dit Fabrice, un contrat signé avec un oligarque russe est passé sous le nez de tout le monde, sous tous les radars. C'est-à-dire jusqu'à notre première publication, le 9 décembre 2018, personne, absolument personne, n'avait entendu parler de ce contrat au plus haut sommet de l'État. Donc on ose croire qu'au-delà des réactions politiciennes du jour où ils disent il y a ce qu'il y a dans le rapport sénatorial, c'est pas important, il y a des contre-vérités, etc. On ose croire que ça va quand même engendrer une réflexion plus profonde sur la sécurité de la présidence de la République. Alors vous avez en partie déjà répondu, mais quand même il y a un certain Arthur qui vous interpelle. Qui dit voilà, l'angle dorénavant choisi pour aborder l'affaire par vos journalistes est celui d'une potentielle ingérence russe au sein de notre pays par l'entremise d'un oligarque proche de Poutine, tout ce que vous avez expliqué. N'est-il pas périlleux de nourrir cette thèse, souvent complotiste, de l'ingérence russe, comme le fait, je saute quelques passages, mais comme le fait Macron avec les Gilets jaunes qu'il accuse d'être manipulés par le Kremlin? Avez-vous des éléments qui laissent penser que Marmoudov aurait tenté de s'immiscer dans les secrets de la République, ou est-ce que c'est juste une stratégie pour capter l'attention? Mais en fait, la différence entre Macron qui agite
le soupçon d'une éventuelle ingérence russe derrière les gilets jaunes et les contrats russes de Benalla, il y a une différence fondamentale, ça s'appelle les faits. C'est que dans le cas du contrat russe de Benalla, il a été signé. Ce contrat existe. Cet homme est lié, d'après plusieurs magistrats, à la mafia. Cet homme est un proche de Poutine. Cet homme, comme l'a dit Antione, s'achète les services d'hommes liés au pouvoir exécutif en place, en fonction, alors qu'il n'en a pas besoin. Cet homme verse beaucoup d'argent, avec des marges de 40%, sur un contrat dont on n'arrive pas tout à fait à comprendre comment il est possible de donner autant d'argent pour une sécurité rapprochée et quelques enfants à Monaco. Donc, pour répondre à Arthur, bien sûr, et nous, on n'est pas là pour alimenter je ne sais quel complotisme, on est là pour rapporter des faits. Et c'est pas nous qui sommes sénateurs, c'est pas nous qui avons tenu la plume des co-rapporteurs du rapport de la commission d'enquête du Sénat quand ils disent que ce contrat, de fait, met en danger, je répète, non seulement la sécurité présidentielle, mais les intérêts nationaux. Oui, Marine. Surtout, Iskandar Marmoudov, l'homme de ce contrat russe, voit son sort être entre les mains du parquet russe en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il a été mis en cause dans une grande enquête dont on parlait tout à l'heure sur la mafia russe qui a été ouverte en Espagne. Et puis ce dossier a été transmis dans le dos du procureur justement espagnol, on l'a raconté sur Mediapart, a été transmis au parquet russe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis cette transmission en 2011, Iskandar Marmoudov sait que son sort dépend du parquet russe qui peut décider d'enterrer l'affaire comme il l'a fait maintenant ou qui peut décider d'agir. Ça veut dire que donc la personne qui fait affaire avec un collaborateur de l'Élysée est complètement tenue par la justice russe, par le pouvoir russe. Et ça pose des questions. Donc on ne ferait pas notre travail si on ne donnait pas ces éléments. Et puis un élément quand même, c'est important de souligner qu'Emmanuel Macron, qui est si soucieux des risques d'ingérence, qui depuis 2 ans, on l'a dit, fait des déclarations très fortes sur les risques d'ingérence russe dans la vie politique française, ne saisisse pas la justice quand on sort nos éléments au mois de décembre. Ça mériterait quand même peut-être que l'Élysée fasse un signalement ou diligente une enquête interne. Il n'y a eu aucune réponse. Nous, on a fait justement des articles, on a interpellé l'Élysée. C'est la politique de l'autruche depuis le mois de décembre. Alors, il y a une autre question qui permet peut-être de revenir sur le calendrier de ces contrats. Parce que quelqu'un demande, est-ce qu'il y a la possibilité que Benalla, c'est Jean-Jacques, est-ce qu'il y a la possibilité que Benalla ait été un intermédiaire des Russes, y compris au moment de la campagne présidentielle ? C'est une des clés à laquelle on ne peut pas apporter de réponse avec des bases factuelles. Le fait est que Jean-Louis Hagenauer, l'homme d'affaires français qui est plus que russophone, qui est russophile, qui vit depuis bientôt 40 ans à Moscou, qui est un homme dont le nom avait déjà surgi dans une affaire de match truqué au début des années 90 entre l'OM et le Spartak Moscou. Le Spartak Moscou, moyennant finance, avait volontairement perdu un match face à l'OM. Cet homme, Jean-Louis Hagenauer, qui est on peut dire, un propagandiste du régime Poutine, dont il assume l'aspect de propagande en faveur de Poutine, connaît Benalla depuis longtemps. Connaît Benalla depuis avant l'élection présidentielle. Ça, nous le tenons et de Jean-Louis Hagenauer et d'Alexandre Benalla, même s'il est toujours compliqué de valider ce que dit Alexandre Benalla, puisqu'il a un rapport à la vérité qu'on pourrait dire instable, à minima. Mais les éléments, ça, nous pouvons le dire, ils se connaissent depuis avant la campagne présidentielle. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant vis-à-vis de la question qui est posée. Et puis, peut-être faut-il tirer le fil de savoir qui d'autre Jean-Louis Hagenauer connaissait au sein de la Macronie avant la campagne présidentielle. Puisqu'encore une fois, l'histoire de ce contrat russe, il est noué en 2017, le début des négociations. C'est Jean-Louis Hagenauer qui, par son réseau, attrape Alexandre Benalla. Alexandre Benalla attrape Vincent Kras pour nouer le contrat en centaines de milliers d'euros, puis, avec l'autre oligarque, 2,2 millions d'euros. C'est des sommes complètement colossales dont nous parlons, avec des intérêts étrangers. Pour quelqu'un qui, comme Alexandre Benalla, se présente comme patriote, il dit « moi je suis un patriote, je défends un homme qui fait du bien à la France, Emmanuel Macron », on connaît des patriotismes d'une autre nature que de nouer des liens d'affaires pendant qu'on est à l'Élysée avec une puissance étrangère. Alors, justement, tu parles de la personnalité de Benalla, sur ce qu'elle affiche. Il y a pas mal de questions sur son parcours. Il y en a une de Marcodel 60, un pseudo, qui demande quel est son parcours professionnel, comment est-il arrivé dans ces sphères ?
Bon, il y a eu pas mal depuis l'été, pas mal de documentaires, enquêtes là-dessus. Mais pour faire rapide, donc Alexandre Benalla, il vient de l'Eure, de la région d'Évreux. Il a grandi avec la volonté de devenir agent de sécurité dans la politique. Donc au moins, il savait ce qu'il voulait faire. Et donc très tôt, il a réussi à rentrer dans les réseaux socialistes. Il a travaillé pour Martine Aubry, il a travaillé pour la campagne de François Hollande. Il était dans le service d'ordre bénévole, dans le service d'ordre du PS. Et il y a une qualité d'Alexandre Benalla, c'est de savoir étoffer son réseau. D'ailleurs, on l'a vu à l'Élysée, et les sénateurs l'ont noté, c'est quelqu'un qui est sorti en 1 an de présidence avec un réseau fou et qui se faisait recevoir par des chefs d'État alors qu'il avait été licencié de l'Élysée quand même. Donc, en fait, il a toujours construit sa carrière en optimisant son réseau et par point de contact. Donc, il est allé chez Montebourg après, quand Montebourg était ministre du redressement productif. Je vais poser une question là-dessus après. D'accord. Et ensuite, il se met au service d'Emmanuel Macron. Voilà, il sent le coup. Il commence à travailler bénévolement pour Emmanuel Macron. Il est embauché comme garde du corps de la campagne. En Marche, à l'époque, c'est un micro-parti. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de staff, il y a peu de bénévoles, etc. Donc il se faufile, il prend le bon cheval. Et même pendant la campagne présidentielle, il gagne des places. Et il finit directeur de la sécurité. Une petite question qui est apparue, donc moi, qui m'a étonné, je n'avais jamais vu ça. Quelqu'un nous dit sur Twitter, pourquoi a-t-il changé de prénom et de nom? Alors de nom, je crois que ce n'est pas le cas, mais de prénom, tu me disais tout à l'heure que c'était le cas. Il a changé de prénom. Marwan Benalla est devenu Alexandre Benalla, mais quand il était petit, ça alimentait beaucoup de fantasmes, notamment cet été. En fait, là, tout ça est un peu retombé. Quand il y a eu des interrogations, mais qui étaient entretenues par le silence de l'Élysée et la protection de l'Élysée sur qui est cette personne. Voilà, tout le monde se disait, mais c'est dingue, il apparaît nulle part, il n'est pas dans des organigrammes, il ne fait pas de déclaration à la haute autorité de la transparence de la vie publique, on ne sait pas qui c'est, en plus il a un aplomb terrible. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs à ce moment-là, et notamment il y a eu beaucoup de spéculations autour de son changement de prénom, est-ce qu'il cherche à masquer une identité, etc. Il en ressort qu'il a fait, comme beaucoup de personnes, quand il était jeune, il a voulu changer de prénom, donc c'était Marwan Benalla, et maintenant il s'appelle Alexandre Benalla. Il a fait comme l'une de ses idoles, qui s'appelle Alexandre Djouri, qui est né Ahmed Djouri, qui est devenu Alexandre, parce qu'il est un fan Alexandre Djouri d'Alexandre le Grand. Et Alexandre Djouri, pour ceux qui nous regardent connaissent ça bien, c'est l'un des intermédiaires phares de la Sarkozy, qui est aujourd'hui mis en cause dans l'affaire des financements libyens, qui est retenu à Londres à la demande de la justice française qui attend son éventuelle extradition. Et c'est fascinant parce que Alexandre Benalla, qui nourrit une vraie fascination par Alexandre Djouri, parce que comme lui, il est d'extraction populaire, comme lui, il a réussi à pénétrer le cœur de la République et d'évoluer sous les ors des institutions françaises, eh bien Alexandre Benalla a lié langue avec Alexandre Djouri, est allé le retrouver à plusieurs reprises après son éviction de l'Élysée à Londres pour aller faire la fête, pour aller bambocher avec lui. Et ça s'est passé, ce rapprochement des deux intermédiaires de l'ombre de la République, au même moment où leurs deux patrons respectifs, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, intensifiaient leurs relations personnelles et politiques. Ouais. Donc on voit bien que dans la coulisse du pouvoir, il se passe avec Alexandre Benalla, à chaque fois des choses qui ne manquent pas de nous étonner. Ouais, on renverra les gens sur ce dossier-là aux articles de Mediapart, ce qui permet de faire la petite minute. Abonnez-vous. Il y a une autre question sur le parcours de Benalla, toujours, de Benito, par mail. Comment se fait-il que Benalla soit aussi proche des gens, Aubry, Montebourg, Hollande, puis Macron ? Il est quand même, il a démarré, Antoine l'a dit un peu, mais il a démarré tout en bas parce qu'il était chez les jeunes socialistes, il rentre dans les services d'ordre, etc. Mais il grimpe vite, et notamment chez Macron, parce que c'est une structure où il n'y a personne, c'est un accélérateur de carrière pour beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'on peut se demander à quel moment il a pu arriver tout en haut de l'État, sachant qu'il n'avait aucune expérience de l'État. Il passe chez Montebourg, et ça a été un petit peu dit, mais maintenant on en a une preuve très claire, puisque dans le rapport des sénateurs aujourd'hui, il y a la lettre de licenciement de Montebourg, qui à l'époque, on est en 2012, est ministre du redressement productif. Elle est intéressante, cette lettre, parce que là, il y avait quand même déjà des éléments qui montraient que Alexandre Benalla était un petit peu un cow-boy, entre guillemets. Puisque, effectivement, on a beaucoup parlé de l'accident de voiture. Il était chauffeur d'Arnaud Montebourg, du ministre Arnaud Montebourg.
Il a eu un accident, il n'a pas voulu faire le constat de cet accident, mais surtout, il y a eu d'autres faits qu'on découvre là dans cette lettre. Monsieur Benalla a introduit une personne et son véhicule au sein du ministère, sous couvert d'un rendez-vous supposé avec le ministre, obligeant ce dernier, Arnaud Montebourg donc, à démentir le rendez-vous. Autre fait, Monsieur Benalla s'est prévalu d'un soutien du ministre pour une demande de port d'armes, déjà, auprès des services du ministère de l'Intérieur, sans que le ministre ait été informé préalablement de cette demande. Donc là, il y avait quand même des éléments qui devaient alerter. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas, lui, été alerté du profil d'Alexandre Benalla et de son côté, justement, un peu cow-boy. Il est dit aussi là-dedans que c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas les qualités de discrétion, responsabilité et tempérance qui auraient dû être nécessaires pour des fonctions au plus haut de l'État. Une question qui poursuit toujours de la même personne sur les complicités ou les passe-droits dont il a bénéficié. Il dit, voilà, comment se fait-il, alors je pense que c'est notamment lié au port d'armes et au passeport diplomatique dont il a bénéficié, comment se fait-il que Benalla a pu avoir accès donc, à toutes ces choses? Est-il autant bosseur? Est-ce que c'est par le mérite ou est-ce que... Non, il est bosseur. Ça, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est très bûcheur, quoi. C'est un gros travailleur, mais c'est quelqu'un qui... Parce que je crois que c'est le profil de la Macronie. Je réutilise ce mot que les macronistes aiment bien, la disruption. Il a réussi à se faire une place très à part, d'abord auprès du chef de l'État. On ne peut pas déconnecter Alexandre Benalla d'Emmanuel Macron. Il y a une espèce de coup de foudre amical, je crois, entre eux, également professionnel. Et Emmanuel Macron voit dans Alexandre Benalla, quelqu'un qui échappe tout à fait au réseau classique, énarque et technocratique, inspection des finances, qui entoure beaucoup le cabinet d'Emmanuel Macron et le parcours politique d'Emmanuel Macron. Donc il voit à travers lui quelqu'un qui a vécu, entre guillemets, qui a vécu. Je raconte souvent cette anecdote, mais là, je peux le dire publiquement. J'avais fait un entretien fin décembre avec Alexandre Benalla, et je m'en veux un peu parce qu'il y a une phrase que j'ai pas mis dans l'entretien qui m'avait dit, et qui, je trouve, est très bavarde sur parfois la clairvoyance que peut avoir Alexandre Benalla, puisque ça arrive. Il m'avait dit, vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a déjà vu une cerise, qui sait ce que c'est une cerise, il sait que c'est rouge, il sait que ça pousse sur un cerisier, mais il n'a jamais goûté. Et bien, quand vous mettez quelqu'un autour de lui, avec des gens qui sont encore plus déconnectés que lui, ben voilà, vous comprenez pourquoi il y a cet effet de chaos à l'Élysée. Et lui a toujours été, Alexandre Benalla, parmi les quelques personnes que Emmanuel Macron sollicitait pour avoir, pensait-il, à travers lui, le vrai pouls du pays, des vrais gens. Voilà. Donc, il y a cette relation très, très particulière d'Alexandre Benalla, mais ça n'explique pas pour autant qu'il est de telle libéralité, que ce soit avec les armes. Il a des armes alors qu'il n'a pas le droit d'en avoir, et notamment le selfie armé qu'on avait révélé, où il a quand même le panache et même le culot, enfin c'est du Benalla tout craché, de dire que c'est un pistolet à eau. Voilà. Ou les passeports diplomatiques. Bon, il n'est pas allé jusqu'à dire que c'était des passeports à eau, mais s'il avait pu, il l'aurait fait. Là, que ce soit les armes ou les passeports, ça montre qu'il a obtenu des choses à l'abri d'une sorte de parapluie d'impunité et de passe-droit qui ne s'explique en rien par des faits de méritocratie. Il y a beaucoup de questions toujours sur la personnalité de Benalla qui posent la question, est-ce que c'est un espion, un double espion? Alors je cite Yann qui nous dit, voilà, cette histoire apparaît totalement improbable. Est-il possible que les services secrets russes se servent de lui comme un cheval de Troie à son insu? Je suis sûrement trop influencé par le bureau des légendes, mais il faut dire que toute cette histoire ressemble de plus en plus à un film. En tout cas, moi, évidemment, si on le savait, on l'aurait écrit. En tout cas, moi je pense que c'était, et a posteriori, c'est une cible idéale. C'est une cible idéale pour des services étrangers, par exemple. Quelqu'un qui est à l'Élysée et qui a envie de faire du business, notamment dans le domaine de la sécurité, qui semble peu regardant quant à l'identité de ses clients et à leur profil ou leur parcours judiciaire, etc., c'est une cible idéal. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le contrat de travail des agents de l'Élysée, des agents de l'État, etc., ils ont absolument toute interdiction de faire du business à côté. On fait des déclarations à la haute autorité de la transparence de la vie publique quand on est parlementaire, quand on est dans le cabinet élyséen, etc., justement pour ça, en fait, pour voir quels peuvent être les points de contact et d'intérêt avec des structures qui pourraient influencer la décision publique. Là, on est sur quelque chose d'encore plus énorme.
Donc, est-ce que c'est un espion, un cheval de Troie, etc. Comme ça, évidemment, on peut pas y répondre. Par contre, il y a une enquête du parquet national financier pour des possibles faits de corruption. Donc, évidemment, la question des enquêteurs, ça va être de regarder quelles ont pu être les contreparties de la signature du contrat avec Iskandar Mahmoudov. Marine. Ce qui est certain, c'est qu'Alexandre Benalla aime le pouvoir, mais il aime aussi fréquenter des gens sulfureux, se sentir important, et ça transparaît notamment dans les enregistrements. Il est très fier, et il le dit comme ça, qu'il est très fier d'être à la une de la presse en juillet dernier. Voilà, il dit qu'à 26 ans, il a déclenché 2 commissions d'enquête, bloqué le fonctionnement du Parlement. Il en est ravi, alors que son camarade Vincent Crasse est plutôt, lui, complètement défait et apeuré. Lui est très fier de ça. Il est très fier de fréquenter Alexandre Djouri, il est très fier de faire le tour du monde avec ses passeports diplomatiques. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, peut totalement être une cible pour des services étrangers. Et si je peux, peut-être... évidemment, on ne peut pas répondre, comme le dit très justement Antione, à la question est-ce que c'est un espion, un agent double et tout ça. On n'est pas scénariste du Bureau des gens. Mais il y a un fait, c'est que Benalla est un fou de renseignement. Il adore ça. Et il adore... C'est-à-dire qu'il collecte des infos sur les gens. Oui, il en demande. Il en demande. Et alors, quand on est au sommet de l'État, de la Ve République en France, le pouvoir présidentiel fait qu'on a accès à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il a une propension énorme et pour les armes. Il adore les armes et il adore le renseignement. Il adore ce truc un peu parapolicier qu'il peut y avoir. Et c'est pas pour rien que, adjoint au chef de cabinet qu'il était en termes de fonction officielle, on lui avait donné à lui la charge de créer une brigade du chef éloignée du ministère de l'Intérieur pour la protection personnelle du président de la République, avec une sorte d'escadron de réservistes de la gendarmerie ou de l'armée. Et voilà, heureusement que les révélations du 1er mai, si je peux dire ça, ont mis fin à ce projet, parce que là, on était parti pour une cellule de l'Élysée bis. Alors, révélations qui viennent de la presse et pas des services de renseignement, on l'a dit. Donc, dernier volet sur les conséquences politiques de cette affaire, avec une question de Tofoux qui nous demandait est-ce que toute cette affaire ne traduit pas un effondrement des institutions républicaines? Donc, normalement, voilà, tous les organes de contrôle qui devraient multiplier les alertes sur ce genre de personnages. Je crois quand même qu'il y a... on peut déjà faire le bilan aujourd'hui, nous, quand on a vu la présentation du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, c'est que les verrous démocratiques se sont activés. Malgré... Oui, il y a ce mécanisme de contrôle qui est la commission d'enquête, malgré tout, qui visiblement fonctionne parce qu'ils ont un rapport forces de rappel, très explicite. Les forces de rappel démocratiques qui empêchent tout abus de pouvoir, etc., elles ont fonctionné. Ça a été limite, parce qu'il y a eu des pressions, y compris une tentative de perquisition quand même à Mediapart pour chercher à identifier nos sources dans cette affaire. Enfin, c'est quand même délirant. Donc c'est fragile, mais ça a fonctionné. Et ça a permis, justement, comme le disait Fabrice, de mettre fin à des choses qui auraient été, sinon, passées sous silence et assez invraisemblables, à savoir le contrat russe et la création de cette brigade mixte dont on ne comprenait pas trop l'intérêt et les objectifs. Donc, et le Parlement, en tout cas une partie du Parlement, parce que l'Assemblée nationale est humiliée dans cette affaire. La majorité LREM, je ne vois même pas comment elle a pu aujourd'hui constater, on était quand même à l'Assemblée nationale, on nous a dit au mois d'août qu'il n'y avait plus rien à voir et qu'il fallait fermer les débats. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est sorti depuis, il y a de bonnes raisons de penser que l'Assemblée nationale non seulement n'a pas fait son travail, mais a été complice du silence organisé par l'Élysée. Mais le Sénat, l'opposition au Sénat et les médias ont joué un rôle décisif dans cette affaire. Donc, effondrement, non, mais extrême fragilité. Et derrière, il va falloir voir quelles vont être les conséquences politiques que vont tirer de cette expérience, finalement, et de cette affaire, le pouvoir en place, mais aussi les oppositions autour. Et des contre-pouvoirs qui ont été à la hauteur des défis et à la mesure de l'incurie de la majorité présidentielle. Enfin, faut quand même, aujourd'hui, c'est passé des choses graves, symboliquement, mais le symbole, c'est important et c'est grave. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a mis en cause le rapport du Sénat, alors qu'elle est ministre de la Justice, c'est pas rien, en disant que c'était un rapport qui empiétait sur la séparation des pouvoirs. Mais non, en fait, Madame la Ministre, c'est le contraire. La séparation des pouvoirs, c'est pas la liberté donnée à chaque pouvoir de faire ce qu'il veut et parfois n'importe quoi, sans contrôle. C'est le contraire. La séparation des pouvoirs, c'est le contrôle d'un pouvoir sur un autre pouvoir. C'est que
comme le disait Montesquieu dans De l'esprit des lois, que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir pour éviter l'abus de pouvoir. Nous avons une députée qui est très proche de M. Macron, Aurore Berger, qui ce matin a dit que le rapport de la commission d'enquête sénatoriale était un précédent dangereux. Ah bon, c'est dangereux quand la démocratie fonctionne? On a un porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a dit que le rapport des sénateurs était farci de contre-vérités, je le cite, avant d'avouer qu'il ne l'avait pas lu, le dit rapport. Bon, donc c'est extrêmement inquiétant de voir que, par esprit de corps purement militant et aveugle, la majorité présidentielle qui est ébranlée par cette affaire, qui, oui, réunit tous les ingrédients d'une affaire d'État, ne soit pas capable de poser les faits sur la table pour dire « on a un problème, il faut qu'on le règle ». Ça, je trouve que c'est inquiétant, et donc ça nous requiert d'autant plus les contre-pouvoirs dont la presse, avec d'autres institutionnels, font partie pour continuer de faire ce que Macron a dit que nous ne faisions pas, par une sorte d'antiphrase. Les journalistes ne cherchent plus la vérité. Ben si, en fait, non seulement ils la cherchent, mais ils trouvent la vérité que lui et ses équipes veulent cacher. Une question de libre insolent, mais qui revient chez plusieurs personnes. Est-ce que la destitution de Macron est possible à cause d'une telle affaire? Il y a un article 68 de la Constitution française qui prévoit la destitution du chef de l'État en cas de manquement aggravé à sa charge, lié à sa charge. Nous, on n'est pas là pour dire ça. Nous, on est là pour mettre des faits d'intérêt public sur la table. Et si les institutions prennent le relais et on va jusque-là, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la République. Voilà, c'est l'article 68. Bon, nous, on est là pour produire de l'information. Surtout qu'on ne va pas faire des prévisions sur une affaire qui est complètement incontrôlable depuis le départ. En fait, toutes les personnes qui avaient des présupposés sur cette affaire se sont plantées. Donc nous, on est sur une démarche, on reste très factuel, on vérifie 3 fois les informations parce qu'en plus, on est dans un environnement très instable avec une personnalité assez incontrôlable au milieu. Mais en tout cas, l'affaire Macron-Benalla, parce que c'est bien une affaire Macron-Benalla, on ne sait pas où elle va nous mener. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, non, ça va s'arrêter là, ou le président va être destitué dans 6 mois. Enfin, restons en même temps, gardons notre sang-froid, on continue à documenter ce qui se passe. Et puis, comme on se l'est répété aujourd'hui toute la journée, pour nous, c'est que le début. C'est ce que j'allais dire. Une question d'Alfred 2010, mais qui revient souvent. Avez-vous encore des révélations sous le coude, Marie ? On travaille à 3 et on continue de travailler quotidiennement là-dessus. Et effectivement, nous, on pense qu'on n'est qu'au début de cette affaire Macron-Benalla. Et surtout que l'Élysée ne pourra plus rester silencieux comme il l'a fait depuis 6 mois. Il faut savoir que depuis des mois, on envoie des questions à l'Élysée avec soit des no-comment, soit des non-réponses. Aujourd'hui, c'est plus possible, étant donné ce rapport d'enquête du Sénat, mais aussi de tout ce qu'on révèle chaque semaine quand même, de rester silencieux du côté de l'Élysée. Et on voit bien comment les arguments aujourd'hui de la majorité présidentielle ne passent plus. Benjamin Griveaux qui dit « l'Élysée donnera les éléments », mais les éléments ont été donnés durant les auditions de la commission d'enquête du Sénat. Les éléments, ils sont connus, et aujourd'hui, que disent les sénateurs? Ils disent « il y a des contradictions, des omissions, ou au pire, des mensonges ». Donc on voit bien aujourd'hui que ce silence, il n'est plus du tout tenable, et qu'aujourd'hui, chaque soir, l'affaire Benalla, elle va faire la une, et qu'il y aura de notre part encore, évidemment, des éléments qui vont être amenés, parce que on avance, on vérifie, et puis quand on est prêt, on publie. Merci à tous les 3 d'avoir apporté toutes ces explications. Et évidemment, l'affaire continue sur Mediapart.